Je ne veux pas tout le menteur dans un cimetière triste. Je veux être dans une serre et qu'il y vienne des artistes. Il faut qu'Henri Cros me promette de faire ma statue en marbre blanc et que Charles Cros me jure sur sa tête de la couvrir de diamants. Les bas-reliefs seront en bronze doré. Ils représenteront les trois Jeannes, puis Cléopâtre, et puis Aspasie et Ninon. Qu'on chante une messe à Notre-Dame, parce que c'est l'église du goût. Que les draperies soient blanches comme des femmes, et qu'on y joue du piano. Que cette messe soit faite par un jeune homme sans ouvrage et qui ait du talent. Il me serait très agréable que de la chanteuse il fût l'amant. Après une première bohème, celle d'un Baudelaire, celle décrite par Henri Murger dans Scènes de la vie de Bohème, on assistera à la naissance d'une nouvelle bohème littéraire. Fréquentant le salon de Nina de Villars, cette bohème se fera tour à tour zutiste ou hydropathe, où ce seront les vivants ou les hirsutes, voire les fumistes. Enfin, tout ce beau monde se retrouvera au journal et au cabaret du Chat Noir. Aussi bien Mallarmé que Verlaine, Goudot, Moréas, Richepin, Charles Cros, Germain Nouveau. Telles sont la trajectoire et la révolte d'une génération contre ses aînés, les Parnassiens, qualifiés d'impassibles, la prise de conscience par les écrivains de leur situation sociale et du fonctionnement du milieu littéraire, une génération traumatisée par la guerre et la sanglante répression de la Commune, une révolte comme on en connaîtra de nouveau qu'après la Première Guerre mondiale avec les dadaïstes et les surréalistes. Mais pour aujourd'hui, nous entrons dans un salon, le salon de Nina de Villars, celle que son père dénommait cabotine et bohémienne, à qui elle répondit « Chère bohème, certainement j'en suis ». Nous sommes dans les années 1860. Nina vit alors une bohème de luxe selon Michael Pakenham. C'est le bohème de luxe parce que Nina venait d'une famille bourgeoise, son père était avocat et il avait certainement les moyens. Donc ça m'étonne toujours qu'on a construit la légende à partir de Catulle Mendes, cette légende qu'elle recevait plutôt mal, qu'il y avait toujours peut-être un œuf sur la place et on passait à minuit. Mais en fait, je crois qu'il y a deux étapes chez elle. Parce qu'en tant que jeune fille, elle habitait rue Chaptal dans une belle maison qui existe toujours. Et elle a reçu une excellente éducation, plusieurs langues étrangères et évidemment pour le piano. Donc elle avait eu le meilleur professeur de musique du conservatoire. Et c'est certain que pour le piano, elle était très douée. Et jeune, elle aimait déjà le bohème. Je me souviens dans une lettre à une camarade, elle avait dit le bohème, j'en suis. Et elle a fait plusieurs allusions pour montrer qu'elle aimait la bohème, mais elle spécifiait que c'était pas le bohème des artistes sales, mal peignés, etc. Elle aimait l'élégance, mais encore là, elle voulait l'élégance qui ne venait pas simplement grâce à un tailleur pour un homme. Donc il y avait cet intérêt chez elle de faire un peu à sa tête, je suppose. Elle avait une mère très indulgente et il semble que le père, vers la fin de sa vie, il habitait un étage supérieur et donc ces dames étaient plutôt libres pour recevoir. Et après la mort du père, elles ont hérité une forte somme et elles étaient rentières et libres. Mais c'est la maman qui gardait les cordons dans la bourse. Mais si je me trompe, Michael Pakenham, c'est à partir de 1862 que Nina de Villars tiendra salon. Ça a dû commencer vers là. Et il y a l'anecdote de Verlaine et Le Pelletier conduisant à 1h du matin Charles de Sivry, le frère de celle qui fut Madame Verlaine, une fois les cafés fermés chez Nina de Villars. Oui, c'est Le Pelletier, je crois qu'il dit qu'il n'y avait pas d'heure pour sonner chez Nina.
Plus tard, c'était autre chose. C'était vraiment la maison ouverte lorsque ces dames ont déménagé rue des Moines. Donc pour moi, il y a deux époques. Il y a l'époque jeune fille, puis un mariage malheureux avec Hector de Callias, un journaliste qui aimait bien la dive Bouteille et qui était plutôt bohème lui-même. Donc le mariage a duré 3 ans. Il y avait séparation et après ça, il y avait la belle année de 1869 où, après la mort du papa, Nina et sa mère recevaient largement, mais c'était un peu tiré sur le volet. Elle connaissait très jeune, justement en 1863, je crois, elle a fait la connaissance de Mallarmé, mais elle connaissait déjà un tas de jeunes poètes, Emmanuel des Essarts, Henri Casalis et le jeune peintre Henri Regnault. Et puis, elle tenait un album. Elle connaissait, elle recevait Horace Rigaud, qui était une camarade de classe de Verlaine. Elle connaissait Perrotin, enfin. Donc, il y avait cette époque-là, on retrouvait un album, et c'est surtout connu pour un poème de Verlaine dédicacé à elle, qui était un portrait de Nina de Villars. Mais elle recevait Coppée, elle recevait même toute la bande, je crois, est allée chez elle après la création du Passant de François Coppée, et y compris Sarah Bernat, ils sont allés. Michael Pakenham, au fond, on a le sentiment que le salon de Nina de Villars, pratiquement tout le monde va y aller. Les gens des dîners des vilains bonshommes, les utistes, les hydropathes, je veux dire, pratiquement tout le monde va y passer, non? Oui, mais c'est surtout en 1873, juste après la publication du coffret de Santal à Nice par Charles Cros, où ils se trouvaient tous les trois. Lorsque les dames ont déménagé rue des Moines, c'est là que c'était vraiment maison ouverte et l'éventail devenait de plus en plus grand. Tout ce qu'il y avait de notoire est passé par Anatole France, par exemple. Anatole France, oui, déjà. Léon Valade, Germain Nouveau. Oui, Anatole France, c'est d'avant la guerre. Et Charles Cros a pris ombrage un peu de son instituté auprès de Nina. Germain Nouveau est allé évidemment après la guerre. Mais est-ce que vous diriez, Michael Pakenham, que le salon de Nina de Villars fut un des creusets du groupe poétique et évolua du Parnasse à l'aube du symbolisme? Oui, ça c'est... Nina était, quelqu'un a dit d'elle qu'elle était une affamée de la littérature moderne et de l'art aussi, parce qu'elle elle a reçu Cézanne, par exemple, rue des Moines, et il semblait s'en souvenir avec affection dans une lettre adressée à son fils. Donc, Richepin, c'est difficile de ne pas nommer et trouver un nom qui ne soit pas allé chez elle. Gautier avant-guerre. Oui, il y avait justement, elle connaissait les filles de Gautier, donc elle a eu vraiment toutes les sommités et futures gloires chez elle. Plus quelques excentriques moins connu comme quelqu'un qui m'avait intéressé, un nommé Achille Toupier Béziers. C'est un nom tellement magnifique. Répétez. Achille Toupier Béziers. D'ailleurs, il a trouvé comme gendre un des anciens amants de Nina, Edmond Bazire, qui était journaliste gauchiste et qui l'avait accompagné à Genève. Je devrais penser à d'autres noms. Il y a toute une liste... dans un poème d'Alfred des Essarts, a composé un poème avec tous les noms des gens qui fréquentaient avant-guerre chez elle. Et là, on trouve Maurice Dreyfus, le futur éditeur de Richepin, qui n'est pas tellement connu, mais qui a laissé des souvenirs fort intéressants. Il y avait Mallarmé, bien entendu. Léon Dierx. Léon Dierx, oui. Coppée. Et Coppée avant-guerre, oui. Avant-guerre, oui. Ça, je crois qu'il a mis ses distances après, parce que vous savez que Coppée, déjà dans l'album Utique, était le tête de turc des utistes et des vilains bonshommes.
On avait inventé ce que Verlaine appelait un vieux copé. Autrement dit, des dizains que Copé avait composés, intitulés Promenade de quelque chose qui m'échappe en ce moment. Il a composé toute une série de poèmes sur les faits ordinaires, les banalités de la vie quotidienne. Il était sincère, il n'y a pas de doute. Mais pour le lecteur à l'époque déjà, et je crois qu'encore plus pour nous, ces dizains sont drôles par leur prosaïsme. Et plus tard, il y avait un recueil qui est intitulé Les dizains réalistes, publié en 1876. Il y a Croce, il y a Rollinat, il y a Germaine Nouveau, bien sûr, il y a Nina elle-même, et quelques autres, Charles Frémine et Charles Croce, évidemment, et c'était plutôt une douce vengeance parce que Charles Croce est exclu du troisième Parnasse contemporain. Avec Verlaine et Mallarmé. Surtout, c'est Verlaine et Mallarmé qui sont les noms les plus connus. Et c'est une plaquette qui était tirée très petit nombre. C'est déjà fort rare. On vient de faire un facsimilé. Donc on peut le retrouver, mais c'est toujours valable comme parodie. On ne s'ennuie pas en feuilletant ça. Pour moi, il y a un enchaînement presque entre la parodie et ce que fait Mendes. Il a fait ça doublement, je crois, avec ses souvenirs sur le Parnasse contemporain, la légende du Parnasse contemporain, qu'il a prétendu être une série de conférences faites à Bruxelles. En même temps, il a créé la légende du salon de Nina de Callias. Dans la maison de la vieille. Dans la maison de la vieille, oui. J'aime beaucoup une expression de Raymond de Gourmand. Si l'on faisait l'histoire littéraire avec les souvenirs et les jugements des contemporains les uns sur les autres, qu'elle ressemblerait peu à celle que se fixe la postérité. Et on trouve que pour les souvenirs sur le Parnasse, la légende, c'est bien nommé. Et je pense pour la Maison de la Vieille, c'est la même chose. C'est parfois difficile de distinguer le mythe et la vérité. Par exemple, la technique de Mendes n'était pas différente d'autres journalistes. Mais ça a dû être en 1893. Il a retrouvé ses coupures de presse de la Vogue parisienne de 1868, où il a fait toute une série de figurines de poètes. Et vers la fin de La Maison de la Vieille, il a découpé le portrait de Glatigny, par exemple, qui figure grandement dans la légende du Parnasse contemporain, le portrait de Verlaine. Il a découpé ça, fait quelques petits changements, mais c'est presque textu. Il se cite lui-même, donc il n'y a pas d'inconvénient. Il faut rappeler quand même, Michael Pakenham, que le personnage principal, si je peux dire, de la Maison de la Vieille, c'est Nina de Villars. Non, la vieille, c'est la maman. C'est la maman, Madame Gaillard, oui. Avec sa guenon. Voilà, oui, Jacqueline, oui. Il y a plusieurs témoignages qui affirment qu'elle se tenait dans un coin, mais elle assistait toujours aux soirées. Mais en fait, d'après moi, il y avait une bonne entente entre la mère et la fille. Et qu'elle avait un peu plus de personnalité, certainement, que le personnage de Madame Planchamp dans le roman. Évidemment, c'est Nina qui est la principale. On voit très bien qu'il utilise le mariage malheureux. Mais ce qu'il a dit, en somme, semble à peu près vrai. Mais c'est lorsqu'il exagère certainement dans beaucoup d'endroits. Et c'est pour ça que je parle de légende, parce que plusieurs critiques, et c'est tout à fait naturel, ont pris le roman comme étant le texte qui faisait autorité sur Nina. Donc on trouve des choses chez les premiers critiques qui sont pris directement de la Maison de la Vieille.
sans aucun contrôle. Et par exemple, j'ai essayé de faire le contrôle pour J'aime un nouveau, qui figure largement dans le roman. Et on trouve qu'on peut contrôler un petit peu d'après ce qu'on a trouvé ailleurs. Et par exemple, il y a une lettre adressée à un ami où elle dit elle tenait l'hospitalité normale, elle avait la haine de la manière normale de traiter les domestiques. Elle était libre. Il y a un témoignage de Camille Pelletan qui annonce à Jean Ika que lui et quelques amis allaient être reçus par une très grande dame, très libre. Et ça, c'est parce que elle recevait, avec les messieurs, avait le droit d'être assis par terre sur des coussins. Ça, il faut se mettre à l'époque du Second Empire. Et ces jeunes filles fumaient aussi. Ça ne fait pas soulever un sourcil de nos jours, mais à l'époque, je crois que ça marquait une révolte, un désir de liberté. Et qu'est-ce qui explique, Michael Pakenham, que tout ce beau monde que vous avez cité va se retrouver dans le salon de Nina de Villars, parce que bientôt il y aura des salons. Il y aura le salon de Le Comte de Lille, celui de Théodore de Banville, celui de Catulle Mendes, sans oublier la salle à manger de Mallarmé ou le grenier des Goncourt. Cependant, on se presse chez Nina de Villars. On a pu écrire chez Nina, le Parnassien le plus glacial avait de quoi perdre son impassibilité. On cite même des passages où Mallarmé, oui, ça, etc. Ah, mais je crois que c'est à cause de l'esprit. Elle-même était surtout avide, très curieuse de tout ce qui se passait de moderne, de nouveau. Et elle recevait évidemment des gens qui étaient inconnus. Vous savez bien l'expression, on n'a pas besoin d'un avis d'être reçu chez moi, un sonnet suffit. Il fallait faire preuve d'un peu de talent. Et qu'est-ce que cherchent tous ces futurs utistes, tous ces futurs hydropathes? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? La fréquentation, j'allais dire, des grands aînés Oui, enfin, quelqu'un comme Mallarmé mettait un petit peu de distance. Une fois installé à Paris, il allait moins fréquemment. Mais c'est là que vient la légende qu'elle recevait les affamés. Et certain que elle a dû aider, par son hospitalité, à donner à manger. C'est Villiers, je crois que Villiers de l'Isle-Adam, qui était habitué chez elle. Mais quand on a parlé que peut-être il y avait une flirt entre lui et elle, il a dit que de prix pour quelques côtelettes. Le hareng sort. Il était un grand mur blanc. Nu. Contre le mur, une échelle. Haute. Et par terre, un hareng sort. Sec. Il vient, tenant dans ses mains, sale, un marteau lourd, un grand clou, pointu. Un peloton de ficelle, gros. Alors il monte à l'échelle, haute, et plante le clou pointu. Toc, tout en haut du grand mur blanc. Nu. Il laisse aller le marteau qui tombe, attache au clou la ficelle, longue, et au bout, le hareng sort. Sec. Il redescend de l'échelle, haute, l'emporte avec un marteau, lourd, et puis il s'en va ailleurs. Loin. Charles Cros. Je suis tranquille sans souci, ma foi je m'en flatte. Le drapeau que j'ai choisi est rouge écarlate. De mon sang c'est la couleur qui circule dans mon cœur. Vive la commune, enfant, vive la commune. Pour revenir à la seconde partie, justement, à laquelle vous avez fait allusion, Michael Pakenham, j'allais dire de l'existence, fort courte d'ailleurs, de Nina de Villars, est-ce que vous diriez que la commune va en quelque sorte décider du destin des artistes groupés autour d'elle et d'elle-même? On a pu remarquer qu'il y a eu avec la commune une espèce de table rase, le désir d'en découdre avec les aînés, les Parnassiens, qu'on surnommera les impassibles, un culte de l'art et du génie qui s'accompagne des farces et des mystifications.
Oui, il y avait évidemment avec Krauss et l'invention du monologue, ça changeait un peu de la forme tant vantée par les Parnassiens. Ça naît chez Nina, ça. C'est chez Nina qu'on l'entend pour la première fois ou... Je crois que oui, je ne peux pas dire qu'il y a un document, mais il est publié dans une revue La Renaissance littéraire, à l'époque où il fréquentait chez elle. Et puis elle montait des pièces. Et par exemple, dans le roman, c'est certain qu'une pièce de Richepin et toute l'histoire de le faire monter, ça c'est sûrement véridique. Pour revenir à votre question sur la commune, ça faisait un schisme pour les Parnassiens. Après la participation de Verlaine, puisqu'il avait resté à l'hôtel de ville pour censurer la presse versaillaise, le comte de Lille ne pouvait pas le voir en peinture. C'était réciproque. Et c'était réciproque, exactement, oui. Mais avant, il y avait de bons rapports entre les deux. Est-ce que vous diriez, Michael Pakenham, et je songe à l'histoire qui ira jusqu'au Chat Noir, jusqu'au cabaret et jusqu'au journal Le Chat Noir, est-ce que vous diriez, pour parler comme Germain Nouveau, que les ninistes firent d'une certaine façon école, c'est-à-dire ceux qui fréquentaient le salon de Nina de Villars? On a dit que le salon de Nina était la préparation pour le Chat Noir. Et il est certain que cet esprit que les hydropathes adoraient était déjà présent chez elle. Tout ce monde-là s'est finalement mélangé dans ce creuset qu'était le salon de Nina de Villars, mais ils n'auront quand même pas tous le même destin littéraire. Non, c'est exact, mais je pense, par exemple, à Ernest Cabaner, si vous parlez de la Bohème, et le musicien et poète excentrique. Je crois que lui, qui fréquentait chez elle, dans un sens, et l'expression même du bohème, il faisait tout ce qu'il avait comme moyen d'existence, c'est de pianoter dans un cafkans. Et lui, il est connu surtout, il a mis en musique la Ronsort de Charles Cros et l'Archer. Et il avait eu des tours bizarres, enfin commodes. Il avait, au bout de ses pantalons, il y avait une petite poche de chaque côté. Dans une, il mettait son tabac et dans l'autre, les allumettes et le papier. Donc il n'avait que croiser les jambes pour se rouler une cigarette. C'est lui qui a fait la première biographie de Rimbaud dans l'album Zutique, en faisant une pastiche d'une tube de l'époque. Donc, et c'est lui qui a fait une sonnet en réponse aux voyelles de Rimbaud. Donc, c'était pas tout à fait n'importe qui, mais c'est un personnage des plus curieux et bizarres. Mais lui, si vous voulez, c'est une exception, mais il a toutes les qualités d'un bohémien au XIXe siècle. Mais pour revenir à votre question, est-ce qu'on faisait une école des ninistes? Je crois qu'il faisait école si vous prenez les hydropathes comme l'expression de ce groupement qui avait une activité en dehors de chez elle. Parce que, par exemple, avant la guerre, Charles de Syrie, dont vous avez mentionné le nom, il avait composé une petite scénette, le rhinocéros sans mal d'enfant. Donc Verlaine avait créé un rôle avec son ami Le Pelletier. Et malheureusement, on ne connaît qu'une chanson tirée de là. Mais évidemment, c'est un sujet fantaisiste à souhait, ça c'est sûr. La pièce que Nina avait écrite en compagnie de Charles Cros et de Germain Nouveau, Le Moine Bleu, ça aussi, ça c'est très drôle. C'est une parodie de Victor Hugo, de vie gothique, l'ambiance gothique. Donc, il y avait ce désir de moquerie, de parodier qu'on trouve bien chez les hydropathes et au Chat Noir avec les chansonniers. Donc, dans ce sens-là, il y a une suite, mais j'hésiterais peut-être de parler d'école. Plus de corps. Ô désespoir,
Au désespoir, Zoé, c'est ma femme, étendue sur un sofa, jambes tendues, tristement gémissait un soir. N'était-ce pas une migraine ou quelque névrose inhumaine? Hélas, c'était bien pis encore, pis que la mort, je vous assure. La pauvre enfant souffrait d'un corps, ayant mis étroites chaussures. Ce n'était pas un corps banal, de ces corps qui ne font la guerre qu'aux extrémités du vulgaire. C'était un corps phénoménal. Or, chacun sait où les victimes d'un corps intempestif et dur trouvent un remède très sûr pour 95 centimes. Comme un fou, je prends mon chapeau, mon lorgnon, ma canne et ma bourse et je m'en vais au pas de course chez le célèbre Galopot. Monsieur, me dit ce pédicure, lequel habite un entresol au boulevard Sébastopol, avant de tenter cette cure, je crois qu'il est superflu d'ex, la formule est dans le codex, pliqué avec quoi je compose mon nom grand, odorante et rose. Grâce à son efficacité, il est dans l'univers cité. Après avoir dit cette phrase très simplement et sans emphase, il me remit un petit pot plein de pommade Galopot. Or, la malade avec adresse oignée de longan sans pareil l'extrémité de son orteil. Voilà soudain qu'elle se dresse, elle marche, court, galope. Oh, cette pommade Galopot. Voilà bientôt une semaine. Oh, merveilleuse guérison, que mon épouse se promène sans revenir à la maison. Moi qui sais que la terre est ronde, j'attends en paix la vagabonde, en contemplant le petit pot plein de pommade Galopot. Maurice MacNab. C'était le salon de Nina de Villars par Mathieu Bénézet, avec Michael Packenheim, éditeur du livre de Catulle Mendes, La Maison de la Vieille, aux éditions Champvallon. Lecture, Françoise Lebrun. Prise de son et mixage, Simone Ronget, Julien Chabassu, Jean-Claude Gauthier. Réalisation, Nathalie Triandafilides.